À présent, nous allons voir quelques propriétés sur Expo. Propriété sur Expo. Donc, si nous prenons Z1 qui a pour forme exponentielle ρ1 exponentielle I θ2 θ1 et Z2 qui est égal à ρ2 expo I θ2, et nous voulons faire quoi? Nous voulons faire le produit de ces deux nombres complexes Z1 multiplié par Z2 fera tout simplement ρ1 multiplié par ρ2 exponentielle I θ1 plus θ2. Je tiens à préciser que ici c'est pas le produit mais c'est une somme. Les formules avec la forme exponentielle des nombres complexes fonctionnent exactement comme les puissances. Si nous avons a puissance m fois a puissance n, ça me fait a puissance m plus n et non m fois n. Donc ici c'est m plus n. Donc c'est la même chose qui se passe au niveau de quoi? Des exponentielles. Donc ici expo I θ1, expo I θ2. Le produit des deux me fait quoi? Expo I θ1 plus θ2. Et là, ρ1, comme c'est un facteur, ρ2 aussi c'est un facteur, on aura toujours le produit entre les deux. Maintenant, Z1 divisé par Z2 serait égal à quoi? Ça sera le rapport des ρ1 et ρ2. Donc ça sera ρ1 sur ρ2 que multiplie exponentielle I, et là vous faites quoi? L'argument principal de Z1 moins l'argument principal de Z2, ce qui est θ1 moins θ2. Si nous faisons quoi? Z1 à la puissance n, n étant un entier relatif, ça nous donne quoi? ρ1 exponentielle I θ1, le tout à la puissance n qui est égal à quoi? ρ1 à la puissance n exponentielle I n multiplié par θ. Voilà les trois propriétés à retenir sur l'exponentielle des nombres complexes. Nous allons voir quelques propriétés, ou bien les propriétés qui sont essentielles pour pouvoir réaliser la linéarisation à partir des nombres complexes. Si nous prenons θ qui appartient à R, quel que soit θ élément de R, et quel que soit n élément de grand N, formule de Moivre, nous avons cosinus θ plus I sinus θ, le tout élevé à la puissance n sera égal à quoi? Cosinus n θ plus I sinus n θ. Rappelons que cosinus θ plus I sinus θ, ça correspond à quoi? Ça correspond à exponentielle I θ. Donc ça me fait quoi? C'est encore égal à exponentielle I θ, le tout élevé à la puissance n. Donc la propriété que nous avons vue tout à l'heure sur exponentielle. Donc
Ce qui nous donne encore exponentielle I n θ. Ça, c'est ce que me dit la formule de Moivre. Donc, la formule de lait, nous avons cosinus θ est égal à exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2. Et sinus θ est égal à exponentielle Iθ moins exponentielle moins Iθ sur 2i. Voilà, ça c'est ce qui concerne la formule de lait. Je tiens à préciser que toutes ces formules vous serviront à pouvoir effectuer quoi? La linéarisation avec les nombres complexes. Maintenant, pour finir, nous allons voir également la formule du binôme de Newton. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que A plus B à la puissance n, A appartient à R, B également appartient à R. A et B peuvent également être, on peut étendre ça jusqu'à C. A et B peuvent être des nombres complexes. A plus B, le tout à la puissance n. N est toujours élément de grand N. Ça nous donne quoi? Ça nous donne la somme des cas allant de 0 à n de la combinaison de n dans k a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Cnk, c'est ce qu'on appelle les coefficients du binôme de Newton. Les coefficients du binôme de Newton. Le binôme de Newton sera principalement utilisé si vous voulez faire quoi? Vous voulez trouver par exemple, A plus B à la puissance 4. C'est pas forcément que vous devez bûcher dans la tête comme nous savons que A plus B. Nous savons que A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. De même, A plus B au cube, on sait que ça fait A au cube plus 3 A carré B plus 3 AB carré plus B au cube. Maintenant, A plus B à la puissance 4, je ne peux pas me mettre à bûcher tout ça dans la tête. Pour pouvoir réaliser ça facilement, vous allez alors vous servir de la formule du binôme de Newton qui généralise tout ça. Même si vous voulez A plus B à la puissance, je ne sais pas, à la puissance 20, la formule du binôme de Newton vous sera très utile pour pouvoir déterminer quoi? Le développement de tout ça. Voilà. Donc, respectivement, les formules de Moivre, Euler et Newton, les trois formules là, c'est ça que nous allons mettre tous ensemble en jeu au moment de linéariser les nombres complexes. Nous allons voir une méthode, je vais dire une astuce pour pouvoir déterminer les coefficients du binôme de Newton, qu'on appelle la méthode du triangle de Pascal. Triangle de Pascal. Voilà. Quand est-ce que vous allez utiliser le triangle de Pascal? Nous avons vu tout à l'heure que dans la formule du binôme de Newton, que A plus B à la puissance n est égal à quoi? La sommation de k allant de 0 à n de c nk a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Et j'appelais quoi? Les cnk comme étant les coefficients du binôme de Newton. Donc, si vous ne voulez pas utiliser les combinaisons pour déterminer quoi? Les coefficients du binôme de Newton, je peux me servir de quoi? Du triangle de Pascal pour pouvoir déterminer tout ça.
En quoi faisant? Nous savons que A plus B, le tout à la puissance 3 est égal à quoi? A au cube plus 3 A carré B plus 3 AB carré plus B au cube. Donc, si nous voulons extraire les coefficients du binôme de Newton ici, nous dirons que ici nous avons quoi? 1 qui multiplie A au cube. Donc, on aura 1 ici. Là, nous aurons 3. Ici, nous aurons également 3. Et là, il y a également 1. Donc, les coefficients du binôme de Newton sont 1, 3, 3, 1. Voilà. Donc, ça, avec la combinaison, je peux avoir ça. Maintenant, comment trouver ces coefficients juste en utilisant quoi? Le triangle de Pascal. C'est ce que nous allons voir ici. Donc, je vais mettre les puissances. Donc, ici, j'aurai les puissances. J'aurai les puissances. Et là, j'aurai les coefficients. Les coefficients. Les puissances, ça correspond à quoi? À la puissance qui serait sur le facteur que vous avez à développer. Ça peut être puissance 1, puissance 2, puissance 3, même puissance 10 en allant. Voilà, tous les entiers possibles. Maintenant, si je parle de la puissance 0, je parle de la puissance 0. Puissance 0, comme coefficient, j'aurai 1. Le principe avec la méthode de Pascal, c'est quoi? C'est que c'est 1 qui commence et c'est 1 qui finit. C'est 1 qui commence et c'est 1 qui finit. Maintenant, si j'ai ici A plus B à la puissance 0, ça veut dire que j'aurai un seul terme et son coefficient est égal à 1. Parce que ici, quoi? A plus B au cube, j'ai quoi? J'ai 4 coefficients. Et j'ai également 1, 2, 3, 4 termes. Donc, le nombre de coefficients à trouver ici correspond au même moment au nombre de termes que vous allez trouver dans votre développement. Voilà la beauté de tout ça. Le nombre de coefficients du binôme donne en même temps le nombre de termes que vous aurez dans votre développement. Maintenant, si je passe à la puissance 1, je viens de dire tout à l'heure que tout commence avec 1 et finit avec 1. Bon, je commence avec 1 et je finis encore avec 1. Si j'ai la puissance 0, j'aurai un terme. Avec la puissance 1, j'aurai 2 termes. Ça commence avec 1 et ça finit avec 1. Maintenant, si je passe à la puissance 2, vous voyez tout ce qui va se passer à ce niveau. Je vais commencer avec 1. Maintenant, si je me pointe à un niveau, c'est-à-dire que je veux trouver le coefficient qui est ici, et je me rends compte que il y a un autre coefficient qui est en haut de ce coefficient que je cherche, je dois sommer quoi? Ce coefficient qui est en haut là, c'est-à-dire ce coefficient là, avec le coefficient qui est à sa gauche avant de trouver le coefficient qui va se trouver à ce niveau. C'est-à-dire que pour trouver le point d'interrogation là, si je vois que il y a un coefficient en haut de ce point d'interrogation, je somme ce coefficient là avec le coefficient qui est à gauche de ce coefficient en question. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 2. Maintenant, je suis à ce niveau. Je suis à ce niveau, il n'y a pas de coefficient qui est en haut de mon prochain point d'interrogation. Il n'y a pas de coefficient qui est en haut de ça. Donc s'il n'y a pas de coefficient, ça veut dire que je finis avec 1. Donc je commence avec 1 et je finis avec 1. Je passe à la puissance 3. Je commence avec 1. Je suis ici pour trouver ce coefficient là. Je vois qu'il y a un nombre qui est en haut. Donc je somme ce nombre là avec le nombre qui est immédiatement à sa gauche. Donc ça me fait 1 plus 2. Donc ça sera quoi? Ça plus ça qui va me donner ce nombre qui est ici qui est 3. Je suis ici, je vois qu'il y a également un nombre qui est en haut de ça. Donc je somme ça avec le nombre qui est immédiatement à sa gauche qui est 2. Donc ça me fait ça plus ça qui va me donner quoi? 3 également. Je suis à ce niveau, il n'y a pas de nombre en haut. Donc je finis avec 1. J'espère que vous avez compris le principe. Donc 4, coefficient 4, ça me fait quoi? 1 qui commence, je suis ici, donc ça me fait 3 plus 1. Vous avez compris le principe, je suis ici, ça me fait 3 plus 3, 6.
Je suis là, ça me fait quoi? 1 plus 3 qui est 4. Je suis ici, il n'y a pas de nombre en haut, donc je finis avec 1. Vous allez voir que tout ça là dessine ce qu'on appelle un triangle. Et comme c'est le scientifique Pascal qui l'a mis en place, donc on a alors le triangle de Pascal. Vous voyez, la puissance 3, 1, 3, 3, 1, c'est ça qui se retrouve quoi? C'est ça qui se retrouve ici. Et ça correspond à quoi? À la puissance 3 qui est à ce niveau. À présent, nous allons essayer de linéariser cosinus puissance 4x en se basant sur les formules que nous avons vues précédemment, à savoir la formule de Moivre, les formules de l'air, la formule du binôme de Newton. Donc, linéarisons cosinus 4x. Tout d'abord, cosinus puissance 4x, ça fait cosinus de x, le tout élevé à la puissance 4. Or, nous savons d'après Euler que cosinus θ est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Ce qui veut dire que si nous voulons le développement de cosinus x, il suffit de remplacer dans la formule de l'air θ par x, ce qui me donnera exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Donc, notre cosinus puissance 4x me donne alors ix plus moins ix sur 2. Et je remets la puissance 4 à sa place. Maintenant, nous savons que a sur b, le tout à la puissance n, a sur b à la puissance n fait a à la puissance n sur b aussi à la puissance n. Ça va de soi. Donc ici, on aura quoi? Ce qui est au numérateur à la puissance 4 divisé par 2 à la puissance 4. Donc ça me fait ix plus moins ix puissance 4 sur 2 à la puissance 4. Donc je peux écrire ce quotient sous la forme de produit en décalant juste le 2 à la puissance 4. Donc ça me fait 1 sur 2 à la puissance 4 multiplié par ix plus moins ix et le tout à la puissance 4. Maintenant, nous nous retrouvons face à un développement, c'est-à-dire a plus b, le tout à la puissance n. A plus b à la puissance n, donc or a plus b à la puissance n est égal à la somme de k allant de 0 à n de la combinaison cnk a à la puissance k multiplié par b à la puissance n moins k. Donc nous pouvons faire rapidement une identification. Donc ici le a correspond à exponentielle ix, le b c'est exponentielle moins ix et la puissance n est égale à 4. Donc si on revient dans notre raisonnement, on aura 1 sur 16 2 à la puissance 4 fait 16 multiplié par la somme de k qui part de 0 à 4. Parce que notre n ici c'est 4, de c 4k a à la puissance, c'est pas a mais c'est plutôt eix à la puissance k fois moins ix à la puissance 4 moins k. Maintenant, pour développer ce genre de terme, c'est simple, on dit k allant de 0 à 4, ce qui veut dire que k doit partir de 0 pour aller à 4. Mais à chaque fois que je prends une valeur donnée pour k, il faudra que je remplace dans quoi? Dans tout ce terme. Je remplace la valeur de k dans tout ce terme. Maintenant, avant de changer de valeur pour k, il faudrait que je mette quoi? Un plus avant. Donc, en prenant k est égal à 0, je remplace quoi? K dans tout ça là. Je fais un plus
Ensuite, j'incrémente K. C'est-à-dire que la valeur de K va passer de 0 à 1. Avec la valeur 1, je remplace également, je me remets plus, et ainsi de suite jusqu'à la valeur la plus grande que K peut prendre, qui est ici 4. Donc, cosinus puissance 4x fera 1 sur 16 crochet. Je prends K égale à 0. Ça me fait C4 0. Donc ça me fait C4 0 E IX à la puissance 0 E moins IX à la puissance 4 moins 0 qui fait 4. Plus, donc je mets plus et je passe la valeur de K à 1. C'est la valeur suivante que K va prendre. À chaque fois, on fait plus 1. Donc ça sera 1. Donc ça fait C4 1 E I X à la puissance 1 E moins I X à la puissance 4 moins 1 qui fait 3. Je refais plus et ensuite K va prendre la valeur 2. Donc ça me fera C4 2 E I X à la puissance 2 E moins I X à la puissance 4 moins 2 qui fait 2. Donc vous avez compris le principe. Donc K qui prend la valeur maintenant 3, c'est 4. 3 E I X à la puissance 3 E moins I X à la puissance 4 moins 3 qui est 1 dans la puissance 1 plus C 4 4 E I X à la puissance 4 E moins I X à la puissance 4 moins 4 qui fait 0. À la calculatrice, vous pouvez retrouver quoi? C4 0, C4 1, C4 2, C4 3, C4 4 qui représentent les coefficients du binôme de Newton. Vous pouvez aussi utiliser quoi? Le triangle de Pascal que nous avons vu précédemment pour pouvoir déterminer ces coefficients. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de développer, de simplifier tout ça. Donc, on aura alors cosinus 4x qui fera 1 sur 16. C4 1, moi je l'avais déjà fait. C4 0 plutôt, c'est égal à 1. Donc 1 multiplié par tout ça, ça fait 1. Donc je ne le mets pas. E IX à la puissance 0. Nous savons que tout nombre élevé à la puissance 0 fait 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Multiplié par ça, ça fait ça. Donc exponentielle moins IX à la puissance 4. Ça me fait expo moins 4 IX. Plus maintenant, C4 1, c'est égal à 4 fois E IX expo moins 3 IX, c'est multiplication qui est à ce niveau, je rappelle, plus C4 2, c'est 6, avec 6 E 2x multiplié par E moins 2 IX plus 4 E 3 IX E moins multiplié par E moins IX plus C4 4 c'est 1. Donc 1 fois ça, ça fait ça. Ça là aussi, ça donne 1. Ça donne 1. L'autre là c'est 1. Donc ça me fait juste E 4 IX. Voilà, on s'était arrêté à ce niveau. Nous continuons. Cosinus puissance 4x me donne 1 sur 16 facteur de expo moins 4 IX plus 4. Maintenant, que me donne EIX multiplié par E moins 3 IX? Je l'avais dit tantôt dans une vidéo précédente, les exponentielles se comportent
exactement comme les puissances, c'est-à-dire que nous savons que a puissant m fois a puissant n est égal à quoi? A puissant m plus n. Donc, ici, nous aurons quoi? E iis moins 3 iis, ce qui me fait E moins 2 iis. C'est aussi simple que ça. Nous continuons notre développement. Nous sommes à ce niveau. Ça me fait 4. Nous sommes à ce niveau plutôt. Ça fait 4 EIS fois E moins 3 IS. Ça me fait E moins 2 IIS. Ce que nous venons de trouver tout à l'heure. E moins 2 IIS. Plus 6. Ça sera E 2IS moins 2IS. Ça fait 0. Ça fait E 0. Tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc, ça fait 6 fois 1 qui fait 6. Plus 4. E 3is fois E moins is. Ça fait E 2 iis. Plus maintenant E 4 iis. Maintenant, ce que je vais faire, je regroupe les termes qui ont les mêmes coefficients ensemble. Ici, j'ai coefficient 1, coefficient 1. Je les regroupe ensemble. Là, j'ai coefficient 4, coefficient 4. Je les regroupe également ensemble. Et ici, j'ai 6. Donc, cosinus puissance 4 ici. Ça fait 1 sur 16. Un crochet. E 4 iis plus E moins 4 iis que je regroupe. Avec les termes les termes qui ont 4 comme coefficient, je peux mettre quoi? 4 en facteur. Ça me fait plus 4 facteur de E 2 iis plus E moins 2 iis. Et tout ce qui me reste, c'est plus 6. Donc je mets plus 6. On sait que d'après Euler, que cosinus θ est égal à E I θ plus E moins I θ sur 2. Et ceci, quel que soit θ qui appartient à R. Quel que soit θ qui appartient à R. Donc, je peux prendre quoi? On peut poser notre θ est égal à quoi? 2is. Comme is appartient à R, 2is aussi appartient à R. Donc 2is, ça peut faire office de θ. Donc, j'aurai quoi en remplaçant quoi? 2is ici. J'aurai cosinus de iis est égal à E de iis plus E moins 2 iis sur 2. Ce qui veut dire que E de iis plus E moins 2 iis est égal à quoi? 2 fois cosinus 2is. Tout simplement. Donc tout ça là peut se généraliser. Ça peut se généraliser avec quoi? Expo 4 iis plus expo moins 4 iis. Je peux prendre toujours θ est égal à 4 is et là je démontre. Je démontre pour retrouver l'équivalent de ça là en cosinus. Donc, cosinus de 4 is est égal à 1 sur 16 de 2 fois cosinus 4 is. Vous pouvez démontrer comme je viens de le faire tout à l'heure. On va faire 2 cosinus 4 is plus. Donc, j'aurai 4 que va multiplier quoi? 2 cosinus 2is à ce niveau, puisque c'est ça qui se retrouve au tableau. On sait que E 2is plus E moins 2is est égal à 2 cosinus 2is. Donc le 2 là, c'est ça qui est ici, 2 cosinus 2is. Le 4 est toujours à sa place. Donc, plus 6. Je peux mettre quoi? 2 en facteur qui va se simplifier. Et là, j'aurai finalement cosinus puissance 4 is est égal à quoi? 1 sur 8. Parce que le 2 qui sort se simplifie avec le 16, il reste 8. Donc ça sera 1 sur 8. Crochet,
cosinus 4x plus 4 cosinus 2x plus 3. Voilà la forme linéarisée de cosinus 4x puissance 4x avec la méthode des nombres complexes. À présent, nous allons voir la résolution d'équations racines n avec les nombres complexes. Comment résoudre les équations du type z à la puissance n est égal à quoi? Grand Z. Où z, petit z et grand Z sont des nombres complexes. On parle de résolution d'équation racine n. Je tiens à préciser que ici, le nombre que nous cherchons à déterminer, c'est petit z. Dans l'équation là, l'inconnu, c'est petit z qui est l'inconnu. Et grand Z est parfaitement connu. On connaît grand Z, c'est-à-dire on connaît sa partie réelle et sa partie imaginaire. Nous pouvons écrire Z sous les différentes formes qui existent, c'est-à-dire nous pouvons retrouver Z sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle facilement. Parce que nous avons vu quoi? Les différentes méthodes qui consistent à passer de la forme algébrique d'un nombre complexe pour aboutir à la forme trigonométrique et exponentielle dans les vidéos précédentes. Maintenant, si vous retrouvez à résoudre l'équation z puissance n est égal à grand Z, si n est supérieur ou égal à 3, la méthode la plus judicieuse consiste à utiliser la méthode exponentielle. La méthode exponentielle. C'est-à-dire, ça consiste à mettre quoi? Le nombre complexe qui est connu, grand Z, sous la forme exponentielle et à prendre quoi? Le nombre complexe inconnu également sous la forme exponentielle. Donc nous savons que tout nombre complexe sous forme exponentielle s'écrit sous la forme Z est égal à quoi? Rho expo I θ. Donc grand Z, on peut dire que grand Z c'est connu, donc sa forme exponentielle peut être, ça peut être alpha expo I bêta. Je précise que alpha et bêta sont bien connus. Tout ça là serait clair dans les exemples que nous allons voir par après. Alpha et bêta sont connus tout simplement parce que le nombre complet grand Z même est connu. Donc tout ce que nous avons besoin de déterminer ici, c'est rho et θ qui va nous donner en même temps notre inconnu d'équation. Voilà. Donc l'égalité entre deux nombres complexes, ça veut dire que nous avons quoi? L'égalité entre les modules et l'égalité entre leurs arguments, tout simplement. Donc je vais d'abord calculer quoi? Z élevé à la puissance n, parce que c'est Z puissance n qui est égal à grand Z. Donc je dois d'abord trouver quoi? Z élevé à la puissance n. Donc Z à la puissance n, ça me fait rho à la puissance n exponentielle ni θ. Donc ça là, je vais l'égaliser maintenant avec grand Z qui est alpha expo I θ. Donc rho puissance n expo ni θ qui est égal à quoi? Alpha expo I bêta. Bon, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Le module du nombre complexe qui est avant l'égalité, son module c'est rho à la puissance n. Après l'égalité, le module c'est alpha. Donc je dois poser quoi? L'égalité entre les modules et l'égalité entre les arguments. L'argument ici c'est n θ et l'argument là c'est bêta. Donc par identification, on aura quoi? Rho à la puissance n qui fait alpha et
n θ qui serait égal à quoi? Bêta. Et ici, il faut ajouter plus 2k pi pour prendre quoi? Tous les autres angles qui sont sur le cercle. Tous les autres angles de la même position qui sont solutions. Et ceci en variant quoi? En variant k de 0 jusqu'à n-1. Pourquoi il faut varier k de 0 jusqu'à n-1? Dans les nombres complexes, la puissance de l'équation, ici j'ai à résoudre une équation de z à la puissance n. Comme j'ai n étant un entier naturel, le nombre de puissance correspond au nombre de solutions. Ça veut dire que si j'ai z au cube est égal à quelque chose à résoudre, je dois me retrouver avec 3 solutions à la fin. Donc ici, pour partir de 0 à n-1, c'est parce que je résous une équation de la puissance n. Donc je dois avoir n solutions. Et comme 0 aussi fait partie d'une solution, donc à la fin, ça doit être quoi? Je dois enlever la solution de 0 dedans, ce qui me fait quoi? n-1. C'est-à-dire si je pars de 0 jusqu'à 9, ça veut dire que j'ai 10 solutions alors. 10 solutions. Voilà. Donc ici, nos inconnus sont ρ et θ. Donc on doit tirer ça. On doit tirer ρ et on doit tirer θ. Donc le système revient à quoi? Ρ serait égal à la racine nème de alpha. La racine nème de alpha. Et θ serait égal à bêta sur n plus 2k pi sur n avec k allant de 0 à n-1. Donc, une fois alpha, une fois ρ plutôt, et θ tiré en fonction des paramètres qui sont connus, j'ai alors ρ et alpha qui sont alors connus. Et du coup, j'ai z qui est connu parce que si je connais ρ et θ, je connais z. Donc, les solutions de notre équation z à la puissance n est égale à grand Z. Donc, la solution ici, ça fait ρ, je remplace ρ par sa valeur qui est racine nème de alpha, exponentielle i, je remplace aussi θ par sa valeur, ça fait bêta sur n plus 2k pi sur n. Et tout ça là, tout ça avec k allant de 0 à n-1. Calculons la racine troisième de 1 plus i. Calculons la racine troisième de 1 plus i. Déjà, vous devez transformer quoi? La phrase là en une équation à résoudre. La racine troisième veut dire quoi? Ça veut dire que quel nombre élevé à la puissance 3 va donner 1 plus i. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Quel nombre élevé à la puissance 3 va donner 1 plus i. Donc en d'autres termes, quel nombre complexe élevé à la puissance 3 va donner 1 plus i. Donc ça me fait quoi? Z, comme Z est inconnu, donc quel nombre élevé à la puissance 3 est égal à 1 plus i. Nous voici en face d'une équation racine nème. Sinon, une équation racine troisième. Maintenant, comme nous avons vu précédemment, le principe est simple. Je prends ρ, z est égal à quoi? Ρ expo i θ. Et j'essaie de trouver quoi? La forme exponentielle de 1 plus i. Alors, pour avoir la forme exponentielle d'un nombre complexe, nous l'avons vu, il faut d'abord trouver quoi? La forme trigonométrique. Et pour trouver la forme trigonométrique, il faut d'abord trouver quoi? Le module et l'argument. Donc nous devons chercher quoi? Le module de 1 plus i et l'argument de 1 plus i. Donc le module de 1 plus i est égal à quoi? Racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2
Et pour avoir l'argument, comme je l'avais dit, il faut mettre quoi? Le module en facteur. Pour avoir l'argument, il faut mettre le module en facteur. Donc je peux poser quoi? Je peux poser grand Z est égal à 1 plus I. Je mets le module en facteur. Ça fait racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 I. L'expression conjuguée, ça fait racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 I. Voilà. Donc pour avoir l'argument, une fois le module en facteur, je résous le système. Cosinus θ est égal à racine de 2 sur 2 et sinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Là, je me retrouve dans le premier cadran. Et racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 en cosinus et en sinus. Ça correspond à un argument de Picard. Voilà. Ça correspond à un argument de Picard. Maintenant, grand Z sous la forme exponentielle va alors me donner Z est égal à quoi? Le module qui est racine de 2, exponentielle I, l'argument qui est Picard. Et là, je prends ρ au cube, que je pose égal à la forme exponentielle de grand Z que je viens de trouver. Donc ça me fait ρ au cube expo 3iθ, c'est-à-dire le petit Z là élevé à la puissance 3. Donc on va faire ρ au cube expo 3iθ qui serait égal à quoi? La forme exponentielle de 1 plus I. Donc ça fait quoi? Racine de 2 expo I Picard. Donc je résous le système en posant quoi? Égalité entre deux nombres complexes, ça fait égalité de leur module et égalité de leur argument. Ça me donne quoi? Ρ au cube est égal à racine de 2 et 3θ est égal à Picard plus 2k pi. Et ici, le k doit être élément de 0, 1, 2. C'est-à-dire, on doit partir de 0 à 2. Donc, puissance 3 veut dire que nous devons avoir quoi? 3 solutions comme je le disais tantôt. Donc, le ρ serait égal à quoi? À la racine cubique de la racine de 2. Et θ serait égal à pi sur 12 plus 2k pi sur 3, toujours k qui part de 0 à 2. Donc, les nombres complexes solutions ont les mêmes modules. C'est ce qu'on peut déduire. Ont les mêmes modules. Mais je vois que l'argument est paramétré par k. Et c'est en prenant les valeurs de k là qui me donneront les différents arguments qui seront pour mes nombres complexes. Donc je prends d'abord k égale à 0. K égale à 0. θ serait égal à pi sur 12. Plus 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc k égale à 1. θ est égal à pi sur 12 plus 2 pi tiers. Ce qui me fait 12 comme dénominateur commun, divisé par ça fois ça, ça fait pi. 12 divisé par 3 avec 4 fois 2 pi, ça fait 8 pi. Donc ça me donne alors 9 pi, 9 pi sur 12, simplifié par 3 avec 3 pi quart. Voilà, ça c'est K1, θ1, K2, θ2. Donc θ2 est égal à 3 pi quart. Je prends la dernière valeur de K, donc K égale à 2. K égale à 2, que je remplace toujours ici. Donc j'aurai θ3 qui est égal à pi sur 12 plus 2 fois 2 avec 4 pi. 4 pi sur 3. Toujours dénominateur commun 12. Donc divisé par 12, ça fait 1 fois pi, ça fait pi.
12 divisé par 3, ça fait 4 fois 4 pi, ça fait 16 pi. Donc θ3 est égal à 17 pi sur 12. Voilà. Donc les solutions seront quoi? Donc à chaque fois, si je prends un argument, je l'accompagne de ce module, puisque un nombre complexe est toujours sur la forme ρ expo i θ. Donc le ρ1 est égal au ρ2 est égal au ρ3, puisque ici le ρ n'est pas paramétré. Mais les θ1, les θ2, les θ3 sont différents parce que les θ sont paramétrés par k. Donc les solutions de l'équation là seront alors racine cubique de racine de 2 expo, je prends θ1 d'abord, expo i pi sur 12. La première solution c'est ça. La seconde c'est racine cubique de racine de 2 expo 3i pi k. Et la dernière c'est racine cubique de racine de 2 expo 17i pi sur 12. Voilà les trois solutions de mon équation. À présent, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir aller plus vite quand il s'agit de résoudre l'équation racine n avec le n qui ne dépasse pas 2. Donc si je veux résoudre quoi? L'équation racine n et le n est égal soit à 1 ou est égal à 2, vous allez utiliser la méthode que je m'apprête à développer tout à l'heure. Mais dans le cas où le n dépasse 2, c'est-à-dire 3 en allant, la méthode la plus judicieuse consiste à utiliser les méthodes de forme exponentielle que j'avais développées précédemment dans les précédentes vidéos. Donc, si on me demande de trouver la racine carrée de 3 plus 4i, je sais que ça là revient à résoudre l'équation z carré est égal à 3 plus 4i. Donc la méthode que nous allons développer, c'est la méthode algébrique. C'est-à-dire qu'on va plus trouver quoi? Les formes exponentielles des nombres complexes qui sont ici. Nous allons juste utiliser quoi? Les formes algébriques et aller plus vite. Et je précise que c'est une méthode à utiliser dans le cas où la puissance qui est là ne dépasse pas 2. C'est-à-dire c'est égal à 1 ou bien c'est égal à 2. Déjà si ça va à 3, 4, 5, utilisez plutôt l'autre méthode, c'est-à-dire les formes exponentielles. Donc z carré est égal à ça. Je prends quoi? Posons z est égal à x plus iy. Je dois d'abord trouver quoi? Z au carré. Je dois d'abord trouver z au carré. Z au carré serait égal à quoi? X plus iy élevé au carré qui est égal à x carré moins y carré moins 2i xy. À présent, je vais poser quoi? L'égalité entre z carré avec 3 plus 4i. Donc, ce qui entraîne x carré moins y carré moins 2. C'est plutôt plus ici. Plus 2 i xy est égal à 3 plus 4i. Or, nous savons que égalité entre deux nombres complexes signifie égalité entre leurs parties réelles et leurs parties imaginaires. Donc, l'équation là, résoudre l'équation là, revient à résoudre le système x carré moins y carré est égal à 3 et 2xy est égal à 4. Mais pour aller plus vite dans la résolution, dans cette résolution, nous allons introduire une troisième équation. Parce que nous savons également que l'égalité entre deux nombres complexes, c'est la même chose que l'égalité entre leurs modules. C'est-à-dire si Z1 est égal à Z2, alors module de Z1 est aussi égal à module de Z2. C'est vrai. Donc c'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir trouver quoi? Notre troisième équation pour le système
Donc, le module de z carré, vous trouvez le module de z carré. Le module de z carré est encore égal à module de z, le tout au carré. Ça, c'est une propriété que nous avons trouvée ou bien nous avons démontré quand nous étions au niveau de la rubrique des modules. Donc, le module de z au carré, le 2 peut sortir d'après une propriété sur les modules. Donc, on va faire module de z, le tout au carré. Or, le module de z ici, module de z là, ça fait racine de x carré plus y carré. Donc, le module de z, le tout au carré, ça fait x carré plus y carré, qui est aussi égal à quoi? Qui est aussi égal à module de z au carré d'après la propriété. Donc, nous allons poser égalité entre quoi? Le module de celui-ci avec le module de 3 plus 4i. Donc, que me donne le module de 3 plus 4i? Ça me fait racine de 3 au carré plus 4 au carré, ce qui me fait 5. Ça fait racine de 25 qui fait 5. Donc, la troisième équation me donne alors x carré plus y carré égale à 5. Donc, nous voilà avec nos trois équations que je peux numéroter d'ailleurs 1, 2 et 3. Maintenant, pour résoudre ce système-là, je vais d'abord faire l'équation 1 plus 2. Ça plus ça, ça me donne 2x carré. Les y s'en vont parce que moins y carré plus y carré, ça fait 0. Donc, on avait 2x carré qui est égal à 3 plus 5 qui me donne 8. Donc, j'aurai x carré qui est 4. X est alors égal à 2 ou x est égal à quoi? Moins 2. Donc, pour trouver les y, je prends chaque x que je remplace au niveau de l'équation 3. Donc, pour x égale à 2, si je remplace dans l'équation 3, x est égal à 2, donc ça fait 4y qui est égal à 4. Et alors, y est égal à 1. Donc, pour x est égal à 2, y est égal à 1. Donc, je prends le deuxième x. Donc, pour x est égal à moins 2. Donc, ça me fait, je remplace toujours dans l'équation 3. Ça me fait moins 4y est égal à 4. Y est alors égal à moins 1. Donc, nous venons de trouver quoi? Les x et les y qui vont rentrer dans la constitution de mon inconnu d'équation. Parce que trouver petit z consiste à trouver quoi? Petit x et petit y. Donc, nous avons trouvé les x, y, le couple x, y correspondant de chaque solution. Et donc, la solution finale, je remplace juste les x, y à ce niveau. Donc, ça me fait 2 plus i et moins 2 moins i comme solution. Donc, la racine carrée de 3 plus 4i a comme solution 2 plus i et moins 2 moins i.